Amis internautes de Women First Media, bonjour, je suis ravie de vous présenter Loop, l'émission qui retrace l'actualité de la semaine. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bocar Tall. Bonjour. Bonjour Ramata et bonjour à vos téléspectateurs. Vous êtes journaliste indépendant, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. En face de vous, nous avons le doyen Mamadou Sy Albert. Bonjour doyen. Bonjour Ramata, bonjour Bocar. Vous êtes analyste politique, mais également notre consultant à Women First Media. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Ouais, c'est un plaisir partagé. C'est vraiment un grand plaisir de venir participer à l'émission La Loupe. Et vraiment, c'est également une fierté d'avoir à partager avec vous au niveau de Women First. Je crois que c'est une excellente idée. Très bien, doyen, avec vous et avec Bocar également, nous allons parler des actualités phares de la semaine. Je vous fais le point tout de suite. L'actualité de cette semaine est marquée par l'ouverture ce vendredi de la 4e édition du Salon du livre féminin. Dakar, capitale de la littérature, vibre au rythme des voix féminines du continent et de la diaspora sous le thème Résistance. Cette édition est une occasion de faire des rencontres, de tenir des débats et surtout de célébrations. Le salon met en avant les créations des femmes, leur combat, mais aussi leur rôle essentiel dans la transmission des savoirs et la transformation des sociétés. Cette année, l'événement accueille comme invité d'honneur l'écrivaine Sokhna Benga, figure emblématique de la littérature sénégalaise. Parlons d'une autre ouverture, celle des classes. La rentrée éducative a été officiellement lancée ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Près de 4,5 millions d'apprenants, élèves et étudiants ont repris le chemin des classes à travers tout le Sénégal. À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a adressé un message d'encouragement à l'ensemble de la communauté éducative. Le round-up de l'actualité cette semaine, c'est aussi la 2e édition du forum Invest in Sénégal, FI Sénégal 2025, qui s'est tenu les 7 et 8 octobre à Diamniadio. L'événement a été présidé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Il estime, je le cite, ce forum est l'occasion, à l'image de son thème, de connecter les opportunités pour bâtir l'avenir. Il exprime notre volonté de créer des passerelles entre les talents, les idées, les ressources et les marchés. C'est un appel à construire des solutions durables au service du progrès pour notre pays et pour l'Afrique. Fin de citation. À l'issue de ce forum, 13 200 milliards ont été annoncés pour financer 51 projets et conventions. La rencontre a mobilisé cette année plus de 11 000 participants venus de 70 pays du monde. Parlons justice à présent. Le chroniqueur Abdou Nguer était face au procureur ce mercredi au tribunal de grande instance de Dakar. Le parquet a requis 2 ans de prison, dont 1 an ferme et une amende de 500 000 francs CFA contre Abdou Nguer et 6 mois ferme et une amende de 100 000 francs CFA contre son coprévenu Papa Amadou Ndiaye Diaw. Ils seront fixés sur leur sort le 12 novembre prochain. Pour rappel, Abdou Nguer est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État et apologie du crime ou délit. On termine ce round-up par le coût de l'électricité qui suscite des réactions. Ce mercredi, le collectif de citoyens Nyolank a tiré la sonnette d'alarme sur la flambée des prix de l'électricité et le manque de transparence du système de facturation du fournisseur d'électricité, la Sénélec. Cette dénonciation fait suite aux multiples plaintes des consommateurs depuis quelques semaines. Au lendemain de cette sortie médiatique, le collectif citoyen a été reçu par le directeur général de la Sénélec.
C'est tout pour le round-up de l'actualité de cette semaine. Place maintenant au débat. D'abord, l'affaire Abdou Nguer poursuivie pour diffusion de fausses informations et offense au chef de l'État, une affaire qui relance le débat sur la liberté d'expression et la responsabilité dans la communication publique. Ensuite, le forum Invest in Sénégal, un rendez-vous économique qui ambitionne d'attirer les investisseurs vers le pays, mais au-delà des promesses, quelles retombées pour les Sénégalais? Et enfin, la cherté du Woyofal, une réalité que vivent beaucoup de ménages qui posent la question du coût de la vie. Alors, Bocar Tall, je commence par vous. Quels commentaires faites-vous des actualités de cette semaine? Merci Ramata, et permettez-moi tout d'abord de dire bonjour au doyen Mamadou Sy Albert et lui rappeler que c'est vraiment un plaisir de partager le plateau avec lui. Merci beaucoup. On commence par l'actualité politique, l'actualité sur Abdou Nguer, sur la liberté d'expression. Oui, il faut la défendre, mais de plus en plus, on remarque des dérives sur les plateaux de télé, sur des web TV. Alors, je pense bien qu'il est très difficile quand même de faire un commentaire sur un dossier qui est pendant à la justice. Bien vrai qu'on a reçu au moins après sa rencontre avec le juge au parquet. Comme vous l'avez si bien rappelé, il a été poursuivi pour pas mal de chefs d'inculpation, 1 à 3, à savoir fausse diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État. Donc quand même ce sont des chefs d'accusation qui pèsent lourd sur le chroniqueur entre guillemets, parce que moi j'ai l'habitude de dire chroniqueur, mais j'ajoute les guillemets. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi je le dis. Et revenir quand même sur ce que vous parlez de liberté, de tout ce qui est liberté. Donc, liberté et responsabilité, ça va de pair. On a tendance à dire liberté, 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 mais on oublie quand même que ça va de pair avec la responsabilité. Et quand je parle de responsabilité, qu'il soit chroniqueur, entre guillemets, journaliste ou toute personne qui prend la parole comme nous sommes en train de le faire publiquement, il est appelé à être responsable, parce que c'est pas parce qu'on est permis ou bien on a la liberté de dire ce que l'on pense qu'on est permis à tout dire. Ça aussi, c'est à signaler. J'ai parlé tantôt de chroniqueurs entre guillemets. C'est connu, actuellement, on sait quand même toutes ces personnes que nous sommes en train d'appeler chroniqueurs qui sont dans les télévisions ou bien les radios. La plupart ne sont pas des chroniqueurs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit chroniqueurs entre guillemets à l'entente de mes propos, parce que ce qu'ils font, c'est en quelque sorte du war sakhalat. Donc c'est le dossier Abdou Nguer qui m'a poussé à élargir la question et parler de chroniqueurs d'une manière générale. Donc actuellement, je pense qu'avec l'aide des autorités, on va essayer de trouver des solutions par rapport à ces personnes, à ces dérives que nous constatons franchement dans les différents plateaux, dans les rédactions, entre guillemets, ces chroniqueurs qui sont en train de faire le buzz, et un bad buzz quand même, et ce qui est mauvais pour la corporation, pour le journalisme, parce qu'à un moment donné, le Sénégalais, il ne sait pas qui est chroniqueur et qui ne l'est pas. Justement, on met tout le monde dans le même panier. C'est la même question qu'on se posait il n'y a pas longtemps du fait que de dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Maintenant, la question a changé de place ou a changé de nature. Maintenant, on se pose qui sont ces chroniqueurs et c'est quoi être un chroniqueur? Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, à la Maison de la Presse, j'ai rencontré un grand journaliste qui est bon, je ne vais pas citer son nom. On s'est rencontrés dans l'ascenseur. J'ai dit le grand chroniqueur. Il m'a dit oh, journaliste. Je ne suis pas chroniqueur. Donc quand un grand chroniqueur comme lui est en train de fuir, dire que je ne suis pas chroniqueur, je suis journaliste, ça montre quand même qu'il y a un problème en ce qui concerne la chronique d'une manière générale, parce que nous, dans notre corporation, nous savons qui est journaliste, qui fait de la chronique et quelle est cette personne qu'on doit appeler chroniqueur. C'est un genre journalistique qui est assez compliqué, comme l'analyse, le commentaire, le biais, ce sont des genres vraiment qui étaient des genres nobles. Et je ne sais pas par quel
alchimie, on a trouvé le mot chroniqueur à toutes ces personnes qui sont sur les plateaux. Mais quand même, je pense que c'est un mot à déconstruire. Merci beaucoup, Bokar. Doyen, j'ai envie de vous poser la même question. Hein. Vous êtes analyste politique. Politiquement, que révèle cette affaire sur la relation entre le pouvoir, la justice et la liberté d'expression au Sénégal? Disons que c'est une question assez complexe. Le rapport entre le pouvoir, la presse, en général, c'est des rapports conflictuels. Que le pouvoir veut toujours avoir la mainmise sur les médias, sur l'information, parce qu'un pouvoir tient compte de son image, de son notoriété, tient également compte des messages que les journalistes relaient. À l'opposé, le journaliste, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'information, le traitement, aller au fond de l'actualité politique ou économique, aller aussi voir qu'est-ce qui est caché. Donc c'est une relation conflictuelle. Maintenant, c'est vrai que cette relation, elle est aussi encadrée parce que le journaliste, il exerce un métier. Un métier qui est régi par la loi, par un code de la presse, ouais. Et par aussi une pratique professionnelle. Donc l'identité du journaliste existe, qu'il ne demande pas l'autorisation de l'État pour exercer son métier. Le journaliste, il est là pour relayer l'information, pour critiquer, pour informer davantage. Je crois que, en tout cas pour l'essentiel au Sénégal, le pouvoir politique et la presse ont trouvé un socle commun que la presse fait partie de la démocratie. Et on l'appelle même le pouvoir. Ouais. Donc, sur le plan formel, je crois qu'on a eu 3 alternances qui prouvent que la presse occupe une place dans le fonctionnement de la démocratie. Il y a un consensus autour de la démocratie. Maintenant, le phénomène qui est nouveau, c'est que au cours de ces 12-15 dernières années, il y a eu un multipartisme politique, mais il y a aussi une diversité médiatique. Il y a eu du pluralisme médiatique. C'est ce pluralisme-là, malheureusement, en renforçant les médias, le poids et l'influence des médias, en même temps, il y a eu détérioration de l'image de la presse. Que la qualité n'a pas suivi le pluralisme médiatique. Ce qui fait que tous ces gens qu'on appelle chroniqueurs, pour revenir à ça, mais ce n'est pas des journalistes, c'est des médias privés qui sont entrés dans un contexte de concurrence. Ces médias privés sont des privés qui n'ont aucune expérience professionnelle. Ils ont pris des commentateurs de l'actualité. Ils ont transformé des commentateurs en chroniqueurs. Malheureusement aussi, l'autre faiblesse, c'est des communicateurs en langue nationale. Donc, qui peut-être n'ont même pas fait d'études. Ils n'ont pas fait d'études. Ouais. La seule étude qu'ils font, c'est qu'ils parlent. C'est des gens qui parlent. Alors que, si vous regardez de près, chez nous, la parole, elle est essentielle dans notre société. Elle est sacrée. Elle est sacrée. Ouais. Mais si tu confies à des non-professionnels la parole publique, ils ne sont pas formés dans les médias, ils ne sont pas formés en déontologie. Ils sont là pour utiliser la parole contre des adversaires. Si vous les appelez chroniqueurs, vous démantelez la base du journalisme. C'est l'image du journalisme qu'on a détruite. Alors que chez les journalistes, chroniqueur, c'est d'abord un stagiaire, c'est un reporter, c'est quelqu'un qui apprend à gérer une équipe, qui apprend à gérer une entreprise. C'est au bout d'une expérience. Et qui maîtrise un domaine donné, soit la politique, la santé. Il n'est pas spécialiste de tout. De tout, justement, doyen. On est chroniqueur dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine santé, dans le domaine de la vie. C'est une spécialisation.
Mais dans la profession, on ne se spécialise pas en 1 an, 2 ans. Le métier du journalisme, c'est pour ça qu'il est contraignant. Que la spécialisation, c'est au bout de 10 ans, par exemple, la norme minimale. Pourquoi 10 ans? Mais parce qu'il faut accumuler beaucoup d'expérience. Justement. Il faut que aussi vous puissiez encadrer au niveau de votre rédaction. Ça dit que le chroniqueur, c'est au bout d'une expérience, on le dégage parce qu'il a accumulé beaucoup d'expérience dans un desk. C'est un desk qui produit les chroniqueurs. Et justement, doyen, j'ai envie de vous poser une question, en fait, comme vous le dites, hein, parmi les mobiles d'arrestation, offense au chef d'État revient le plus souvent. Alors, est-il grand temps de revoir cet article 254 du Code pénal sénégalais qui punit l'offense au président de la République? Pour moi, ça ne tient pas, l'offense au chef de l'État. Pour les journalistes professionnels, un journaliste professionnel, il ne va jamais offenser un chef d'État. Il ne va jamais offenser un ministre. Il n'est pas là pour offenser qui que ce soit. Il est là pour donner des informations. Il est là pour informer, pour critiquer. On ne critique pas la personne. Dans le métier du journalisme, c'est la matière première, c'est l'information. Tout à fait. Les faits. C'est les faits. C'est le savoir que tu apportes. Donc, tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire mal. Tu es là pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour faire avancer ta société. Bon. Mais par contre, quelqu'un qui choisit délibérément de dire du mal de quelqu'un, mais ça, le code ne l'admet pas. Le code ne l'admet pas. Donc, l'offense au chef de l'État, pour les journalistes, c'est très clair que ça ne doit pas exister. Parce que ce n'est pas son problème. Son problème, ce n'est pas d'offenser. L'offense au chef de l'État, ça peut se comprendre chez nous, avec ce qu'on a vécu pendant ces 12 ans. Quand tu prends le micro et que tu injuries quelqu'un, ou que tu dis du mal d'un président ou d'un premier ministre, mais ça, aucun État ne va l'accepter. Notre société aussi ne l'accepte pas, l'injure publique. Donc l'offense, ce n'est pas pour les journalistes professionnels. Moi, je vous assure que les professionnels, c'est très rare qu'on dise qu'ils ont offensé. C'est très rare. Mais quelqu'un qui est déguisé, qui est militant d'un parti politique, qui vient dans une émission pour offenser un chef d'État ou un ministre ou une autorité, il n'est pas dans le journalisme. Il utilise un support médiatique pour s'attaquer à des adversaires politiques. Donc ça veut dire que, pour revenir au cas de Abdoulaye, par exemple, il ne se rappelle même pas. Tu es devant un tribunal, on te défile des vidéos, tu ne te rappelles même pas ce que tu as dit. C'est quand même grave. Mais c'est grave, parce qu'il ne s'attendait pas à aller en prison pour ça. Parce qu'il ne savait pas en fait l'ampleur de ses paroles, c'est ce que Bokar disait tout à l'heure, la responsabilité. En plus, ce qui est grave, c'est que c'est un autre qui est dans les réseaux sociaux, qui utilise son intervention dans un média pour diffuser, parce que cette personne-là cherche de l'argent, le buzz. Donc on l'a utilisé. Donc il n'a pas été prudent dans ses propos, mais il n'a pas également été prudent parce qu'il ne savait pas que ça pouvait entraîner son emprisonnement. Ce qui fait que, pour moi, il faut que ça puisse servir d'exemple. Que la parole, elle est sacrée. Que quand tu vas dans un espace public, il faut savoir que tu as une limite. Il y a un minimum de formation sur le plan derrière, de savoir et surtout de culture générale par rapport au sujet qu'on parle. Et ça m'amène justement de me retourner vers Bokar. Ce dossier relance le débat public entre le rapport, les médias et le pouvoir. Est-ce que, selon vous, la presse sénégalaise est aujourd'hui libre de critiquer le gouvernement sans crainte de représailles?
Mais ça fait partie, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des genres du journalisme. Il y a ce qu'on appelle les genres libres, le commentaire, l'analyse. Donc, le biais, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand des personnes qui sont vraiment nourries d'autres projets ou bien d'autres entreprises qui sont aujourd'hui dans le milieu du journalisme, qui utilisent, comme il l'a dit, le journalisme comme arme de propagande ou bien d'être des bouches des personnes qui sont derrière, tapis dans l'ombre et parfois même qui sont payées. Et c'est là où se trouve le mal. Et c'est pas donc au problème, je pense pas que ça soit, comme il a dit, un problème des journalistes qui font convenablement leur travail, donner de l'information, accompagner l'information par l'analyse et le commentaire. Ça, depuis la nuit des temps, c'était comme ça. C'était comme ça. Mais à un moment donné, il s'est trouvé qu'on a trouvé d'autres personnes qu'on appelle chroniqueurs qui sont venus dans le métier, qui sont, disons, qui ont été parfois mandatés par des personnes, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Pour soigner la plaie, il faut quand même mettre le doigt sur la plaie carrément pour penser cela et cicatriser cela. C'est pas des personnes qui sont les bienvenues au niveau de la presse, parce que non seulement, comme vous l'avez dit, c'est des personnes qui n'ont pas été formées, qui n'ont pas été dans les rédactions pendant des années et des années, parce qu'au moins qui est journaliste, comme on l'a appris, comme on l'a appris avec le doyen du Correct, Momodou Thior. La question de qui est journaliste, nous savons exactement, même s'il n'est pas passé par l'école, il y a au moins un minimum que cette personne-là doit faire pour être appelée journaliste ou même chroniqueur. La relation entre la presse et, disons, les autorités, c'est parfois la presse serve de relais de l'information. Ce rapport, ça doit être un rapport vraiment sain. Et donc, si on est arrivé aujourd'hui à ce rapport de force entre les journalistes, ou bien entre guillemets les journalistes entre guillemets, parce que c'est pas, en fait, comme il l'a dit, un journaliste professionnel ne doit pas être dans cette statut de guéguerre entre lui et les autorités, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la matière, l'information, les faits. En anglais, on dit facts, only facts. Donc le journaliste, lui, il doit être intéressé que les faits. Bon, s'il fait de la chronique du biais de l'information qu'il fait passer, sa matière première, c'est l'information. Ouais, c'est ce qu'on nous disait même à l'école, les faits sont sacrés, c'est ça, le commentaire est libre. Donc, à un moment donné, donc, tout le monde est venu actuellement, il suffit d'avoir son terminal et devenir un journaliste. Nous savons que ça, c'est pas un journaliste. Le Sénégalais qui regarde cette personne, qu'il soit appelé chroniqueur ou bien qu'il soit tout simplement de passage sur les plateaux, nous savons qu'il n'est pas journaliste. Très bien, Bokar. J'ai même envie de parler là de la question des réseaux sociaux. Et là, c'est à vous, doyen. Pensez-vous que cette affaire met en évidence un problème de gouvernance ou plutôt un besoin de régulation face aux excès et dérives sur les réseaux sociaux qu'on entend tout le temps parler? Oui, je pense que c'est véritablement une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance. C'est clair que la presse est un maillon du système politique sénégalais. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il n'y a pas un régime qui réussit à écarter la presse de la vie politique, de la vie démocratique. Elle fait partie. C'est d'ailleurs tous les changements de régime qu'on a constatés au Sénégal ont été accompagnés par la presse privée. Donc ça, c'est établi. Maintenant, la question de gouvernance, c'est que on a un État laxiste. Parce que les gens, quand ils sont dans l'opposition, à commencer par le président Abdoulaye Wade, qui a apporté énormément à la démocratie, mais énormément à la presse privée. C'est lui qui a réellement jeté les bases de cette presse privée. Parce que pratiquement tous les journalistes qui vont fonder les groupes de presse privée ont fait la presse de Sopi. Malheureusement, c'est ce président qui arrive au pouvoir en 2000 qui va avoir comme adversaire la presse. Parce que tout simplement, il pensait que la presse allait être à son service. C'est ce conflit politique-là qui s'est poursuivi avec Macky Sall. Avec maintenant la nouveauté, c'est qu'avec Macky Sall, ce sont les patrons de presse qui sont devenus des alliés du pouvoir politique.
c'est cette relation-là entre patrons de presse qui cherchent de l'influence, qui cherchent des marchés, qui cherchent à fructifier son investissement. C'est ça la difficulté de notre gouvernance. Le pouvoir politique n'a pas été suffisamment intelligent dans sa gestion. On a privilégié les intérêts de la majorité présidentielle de Macky Sall. C'est pour ça qu'on a malheureusement abouti au schéma que nous vivons. Une presse pour le pouvoir, une presse pour l'opposition. C'est cette dichotomie-là qui pose un problème de gouvernance. Maintenant, il faut briser cette faille-là. Que la presse, elle doit retrouver son autonomie. Il n'y a pas de raison que la presse soit suspectée dans ses alliances avec un pouvoir politique. Un chef d'entreprise, ils sont libres, les patrons de presse, d'avoir leur parti, d'avoir leur tendance politique. Moi, je n'ai aucun problème avec un opérateur privé qui s'implique dans la gouvernance politique. Mais par contre, le groupe de presse ou la presse de manière générale, elle ne peut pas être phagocytée aux aspirations du patron. Elle ne peut pas non plus être là pour servir le pouvoir politique. Il faut revenir au principe de base, le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, il est distinct. Mais parfois aussi, l'opinion publique fait un mauvais procès quand même aux presses en disant, bon, tel patron de presse, puisqu'il est de la mouvance ou bien puisqu'il il a des accointances avec tel ou tel, on pense que c'est comme ça que la presse pense parce que le patron de presse pense ceci ou bien le patron de presse a des accointances avec tel ou tel. Parfois aussi, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait aux journalistes qui, je pense, qui sont des professionnels qui font leur travail. À un moment donné, on a vécu ici au Sénégal, on a vu des patrons de presse qui sont de la mouvance ou bien qui sont dans l'opposition. À un moment donné, l'opinion, parce que puisqu'il est de tel ou tel côté, il va embarquer avec lui la presse, à un moment donné, c'est un mauvais procès quand même. Comme le doyen l'a dit, pour moi, c'est ça le problème en fait. Parce que quand on est patron de presse ou quand on est journaliste, on doit être neutre en fait. Personne ne doit savoir à quel parti politique tu appartiens, à quel leader tu appartiens et tout. Mais pour moi, c'est cette neutralité-là qui est absente maintenant dans le terrain politique, dans le terrain de la presse. C'est ça même l'origine du mal. En fait, nous, comme on l'a conçu dans notre opinion collective au Sénégal, il est très difficile quand même de distinguer un patron de presse et disons, un politicien, ou bien quelqu'un qui a des accointances avec le régime ou bien l'opposition à un moment donné. Et pour vraiment faire cette séparation-là, ce n'est pas du tout aisé chez les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on doit vraiment essayer d'être le maximum possible équidistant. Mais à un moment donné, ces patrons de presse ou bien ces chefs d'entreprise, parce que d'abord, la presse c'est d'abord une entreprise, parfois ils nouent des accointances pour essayer de fructifier leur business. C'est un business en quoi qu'il en soit. Mais quand même, c'est un fossé très difficile à créer entre le patron de presse et je pense que cette personnalité politique, à un moment donné, c'est ce qui pousse aux Sénégalais ou bien à l'opinion de penser que parfois il influence la presse. Et ça aussi, comme je l'ai dit, c'est un mauvais procès qu'on fait aux journalistes ou bien, entre guillemets, c'est des insultes même aux journalistes qui sont bien formés, qui sont des professionnels. Quand même, je pense bien qu'un professionnel ne doit pas accepter d'être influencé par un patron de presse, qu'il soit politicien ou bien qu'il soit footballeur ou bien qu'il soit... Bon, en tout cas, il a investi dans le business. À un moment donné, c'est à lui de laisser les journalistes faire convenablement leur travail. Et c'est ce fossé-là ou bien ce distinguo-là qui est tellement difficile chez l'opinion d'une manière générale, mais quand même ça devrait être possible. Mais à un moment donné, ce sont ces mêmes patrons de presse et à un moment donné, c'est ce qui cause les problèmes. C'est compliqué. Oui, très bien, Bokar. Doyen, un commentaire par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez au Sénégal, il y a de ces entreprises de presse, les journaux, la télévision, ou vraiment qui sont affiliés à un parti politique. Genre, il y a des gens qui disent que tel média, c'est un média
au pouvoir. Tel média, c'est un média de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, doyen, pensez qu'on doit vivre ça? La neutralité ne doit-elle pas rester sacrée comme au début? Non, je pense qu'on a intérêt, en tout cas, à sortir de ce piège. Hein. On a piégé la presse durant peut-être ces 12 ou 20 ans. Que cette presse-là, elle nous coûte très cher. Hein. C'est des patrons de presse qui sont des affairistes. Qui ont leur groupe de presse, mais ils font de l'économie. Ils cherchent de l'influence, ils cherchent de l'argent, ils cherchent des fois même, c'est par la presse qu'ils vont faire de la politique. Donc c'est ce piège-là qui nous coûte extrêmement cher, qu'on perd même le repère de notre profession. Que tu vois souvent des journalistes qui ont des problèmes avec la justice, mais les gens se rangent en fonction de la ligne éditoriale du journal. C'est ça. Ça, c'est pas le quatrième pouvoir. Tant que les journalistes vont être dirigés ou influencés par l'État ou par les privés ou par les religieux, ils ne seront jamais un quatrième pouvoir. C'est ce quatrième pouvoir-là, mais il a un prix. Le prix, c'est de dire que la presse, elle est un pouvoir. Faisons tout pour que tout le monde accepte le rôle de la presse. Quel que soit le régime, qu'on dise que ça, c'est un pouvoir, ils ont le pouvoir de l'information. Ils ont le pouvoir de renforcer la démocratie. Ils ont le pouvoir de contrôler la gestion des finances publiques. C'est un pilier. C'est un pilier de la démocratie et de l'état de droit. Mais ça, il faut que les journalistes se battent. Autant les politiques se battent pour l'état de droit, mais le quatrième pouvoir, il n'y a que les journalistes qui peuvent se battre pour ça. Maintenant, il faut faire la différence entre cette bataille des journalistes en tant que métier et la bataille des patrons de presse. Les patrons de presse qu'on a au Sénégal, je suis désolé de le dire, ce ne sont pas des hommes des médias. C'est des affairistes. Par exemple, je peux être un homme d'affaires, être dans le domaine des médias. Je me bats pour que la presse soit un quatrième pouvoir. J'investis dans les médias. Mais je ne vais pas aliéner mon média à un pouvoir quelconque, que ce soit politique, économique ou financier. C'est ça notre difficulté. Donc, il y a des groupes quand même qui sont encore des exemples. Si vous prenez le cas de Sud et de Walf, quoi qu'on puisse dire, c'est des journalistes, c'est des acteurs des médias. Abdou Diouf était là, Wade était là, Macky était là. Ils ont toujours su garder la distance. C'est ça la difficulté, par exemple, du groupe de Youssou N'Dour. C'est cette difficulté à garder sa distance. Il s'est compromis dans sa relation avec le pouvoir politique. Et ça affecte effectivement les journalistes qui sont dans son groupe. Bien sûr. Que les autres aussi qui ont des difficultés, c'est à peu près la même chose. Maintenant, pour moi, la vraie bataille, c'est comment arriver au quatrième pouvoir. Par exemple, tous ces chroniqueurs-là, qui nous coûtent cher en termes d'image d'une profession. Mais il faut que les médias les écartent. Qu'il y ait une autorité au niveau des médias pour dire que nous, on n'accepte plus un chroniqueur qui n'a aucune formation, aucune expérience, aucune spécialisation, qui ternit l'image du groupe, qui ternit l'image de la presse. Mais cette personne-là, elle ne peut pas représenter notre métier. C'est ça. Donc il faut une réaction de la presse pour assainir le métier. Il faut assainir. Pas seulement pour les chroniqueurs, mais pour même les lignes éditoriales. Tout à fait. Et il faut que les journalistes sachent que c'est un métier. Et ce métier-là, il faut le protéger. Et si on arrive en tout cas à assainir le métier, que les gens reviennent à l'orthodoxie, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut exercer le métier, il est formé.
c'est pas parce que tu es formé que tu es journaliste. Non, c'est par rapport à ton revenu. Est-ce que pour tes revenus, tu as 50-51% de tes revenus qui viennent de la pratique du métier? C'est ça un journaliste. C'est lui qui vit de ce métier-là. Et je pense que ça c'est même dit dans le code de la presse. Ouais. Mais tu ne peux pas être journaliste. Tu as un patron de presse qui te donne un salaire ni vu ni connu. Tu ne vis pas de ça. Ouais. Prenez les autres pays européens. Aucun chef d'État ne penserait traiter la presse comme on le traite. Au Sénégal à moins qu'on soit en Donald Trump. Voilà, tu vois, lui, il a essayé, il sent qu'il y a un mur. Il sent qu'il y a un mur. Ouais. Non, mais quand même, je pense que même aux États-Unis, eux, ils ont réglé ce problème-là. Il y a vraiment, c'est très clair dans la tête de tout Américain qu'il y a des organes qui sont pro-pouvoir, des organes qui sont pro-opposition et des organes qui sont à équidistance de toutes ces obédiences. Si. Ça, c'est réglé dans la tête des Américains. Mais nous, notre problème ici au Sénégal, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à cela. À un moment donné, on parle d'équidistance, de neutralité dans la presse. C'est la ligne de démarcation qu'on doit avoir entre les autorités ou bien ceux qui sont dans la politique et le journaliste pour qu'il garde son lustre d'antan et son authenticité comme le doyen l'a rappelé. Très bien, Bocar, c'est toujours un débat qu'on peut parler longtemps parce que la question de la presse, la question de la justice, c'est toujours d'actualité, mais on a un autre point à aborder dans ce débat, le Forum Invest in Sénégal, des engagements d'investissement estimés à plus de 13 000 milliards. Finalement, ce forum a été une réussite. Bocar, doyen, qui veut se lancer. Est-ce que, selon vous, ce forum a été une réussite? Oui, je pense que c'est une réussite quand même. C'est la deuxième édition. Il y a le nombre de participants, quand même, 70 pays qui répondent au Sénégal. Juste. Bon, l'annonce aussi de plus de 13 000 milliards comme promesse d'investissement avec 51 projets. Bah, ça veut dire simplement que le Sénégal est attractif. Que quand il y a l'investisseur, il n'est jamais seul. Que quand un investisseur vient participer à une édition, il vient avec une équipe, il vient avec un projet, il vient avec une offre. Donc, ce n'est pas des gens, des séminaristes, comme les administrateurs habituellement. C'est des hommes d'affaires. Donc, quand ils répondent aussi massivement qu'il y a une promesse d'investir autant d'argent au Sénégal, ça veut dire que le marché sénégalais intéresse ces opérateurs privés. Maintenant, ça ne va pas suffire. Une chose est d'avoir cette réponse, cette dynamique de venir investir au Sénégal, il faut la renforcer. Mais il faut que le Sénégal soit capable d'offrir quelque chose de manière concrète. L'investisseur, il n'attend pas des années. Il a besoin d'avoir des réponses tout de suite. Donc il faut qu'il y ait des propositions sur des domaines où on peut investir. Moi, je crois qu'il y a deux piliers, l'État et le secteur privé. L'État doit donner toutes les garanties à l'investisseur. Ça, un climat des affaires, une facilitation administrative, un accompagnement juridique. Donc ça, c'est le rôle de l'État. C'est à lui de fixer les règles. Mais par contre, il faut que le secteur privé sénégalais puisse accueillir ces investisseurs. Donc, il faut trouver une jonction entre le privé national et ce privé international. Là, je crois qu'il y a des craintes que les Sénégalais, les opérateurs privés, ont parlé tout à l'heure de la presse. Imaginez que cette presse sénégalaise-là, il n'y a pas un investisseur étranger. Il n'y a pas un investisseur africain qui vient dire que moi, j'appuie une initiative médiatique au Sénégal. Il n'y en a pas. Il y en a, ouais. Alors qu'on peut parler d'intégration. Tout le monde sait que
un des problèmes de l'Afrique, c'est la communication. On se bat avec des petits groupes, les gens n'ont même pas de possibilité de payer des salaires. Donc s'il y a un projet médiatique, par exemple les patrons d'affaires sénégalais, qu'ils puissent donner tout de suite une offre technique de collaboration, d'association pour monter. Parce que c'est ça la difficulté des opérateurs étrangers. Maintenant, du côté de l'État aussi, on a des sociétés publiques. L'État sénégalais est toujours confronté à la gestion gabégique des sociétés publiques. Mais parce qu'elles ne sont pas rentables. Donc ces sociétés publiques-là, par exemple dans le secteur de la communication, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'agriculture, on a un potentiel énorme dans ces sociétés publiques-là. Mais comment pousser nos sociétés-là à aller vers, par exemple, une recapitalisation des moyens financiers de nos États? Parce que on est dans un marché mondial. Par exemple, la Sonatel est un bon exemple pour moi. Elle est là au Sénégal, elle est au Mali, elle est un peu partout. C'est une grosse société en perspective. Mais il faut qu'on ait le courage. Par exemple, sur la poste, sur l'électricité, on a une niche extraordinaire. Maintenant, le blocage, il est là au niveau du privé. Notre privé national est trop faible. Et puis aussi, il est dans la sous-traitance. Ce qui fait que je crois qu'il y a, en tout cas, c'est une grosse opportunité qu'on a, qu'il y ait une telle offre. Plus maintenant, je crois que si on cumule ça avec les privés chinois, les privés japonais, ça peut être rentable. On a une opportunité extraordinaire. Il faut qu'on soit pragmatique. Dans 3 ans, que demain ne vienne pas nous dire que les investisseurs sont partis. Qu'on est au même niveau. Oui, justement, Bokar, le doyen a parlé des entreprises et tout, mais ça ne doit pas que profiter aux entreprises. À côté, il y a aussi la population. Comment s'assurer que ces investissements-là, que ce forum-là profite aux populations? Mais non, ce sont les principaux destinataires en quelque sorte, en fait. C'est... Malgré tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit sur le plan étatique ou bien du secteur privé, les destinataires, ce sont les consommateurs ou bien les destinataires directs, c'est la population, ce sont les populations. Ça, c'est d'un. Mais pour revenir sur le forum Invest in Sénégal, je crois que ça a été sur le fond et sur la forme. Je crois que sur le plan organisationnel, ça a été quand même une réussite. Le fait de regrouper plus de 70 pays au Sénégal et avoir comme invité d'honneur l'Arabie Saoudite. Et nous savons actuellement l'Arabie Saoudite, ce qu'elle pèse au niveau mondial, au niveau international. Ça, quand même, sur ce plan-là, sur le plan organisationnel, ça a été une réussite. J'ai pensé même que c'est comme si on était au sommet d'Osaka qui s'est tenu récemment au Japon. Donc, sur ce volet-là, je pense que ça a été une réussite. Mais quand même, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on parle de 13 211 milliards de francs CFA de projets ou bien disons d'engagements et de conventions. Mais quand même, ça me ramène à penser au mois de juillet de 2023. On a organisé le premier forum au Sénégal. On a parlé des mêmes chiffres. On a parlé de 51 projets qui sont engagés. Mais est-ce qu'il y a eu un bilan de ce forum-là, du forum de 2023? On a parlé de 51 projets, de beaucoup de milliards. Est-ce qu'on a essayé de faire le bilan, de se dire qu'à un moment donné, on s'était fixé comme objectif 51 projets? Est-ce que ces 51 projets ont été réalisables et réalisés dans le temps entre 2023 et 2025 aujourd'hui? Ça fait 2 ans après. Est-ce qu'on a fait ce bilan-là de ce premier forum? Et là, on parle du deuxième forum. On parle aussi de 51 projets qui ont été engagés.
et il n'y a pas eu de timing qui a été donné pour l'engagement ou bien la mise en pratique de ces projets-là. Ouais. Et on parle quand même des milliers de milliards quand même de francs CFA. Est-ce que le marché aussi est propice et ouvert? Est-ce que le marché sénégalais est attractif? Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe en ce moment-là au niveau du Sénégal. On est en train de parler du secteur du BTP qui est en train d'agoniser au Sénégal et ça fait partie du secteur privé. Il y a le partenariat public-privé qui est aussi en train d'agoniser au Sénégal. Parfois on dit qu'il y a nos champions entre guillemets qui sont dans les liens de la détention. Je ne dis pas est-ce qu'ils ont fait ou bien est-ce qu'ils n'ont pas fait, mais quand même c'est un fait qui est là. Donc est-ce que le Sénégal est attractif pour ces bailleurs-là, pour ces investisseurs-là? Ça aussi, ça me pousse à me poser des questions. Est-ce qu'on peut être attractif là où on est confronté à des arrêts des travaux, des BTP, à des arrêts des champions, entre guillemets? Bon, peut-être dans les 51 projets... Est-ce que ça ne fait pas peur? Est-ce que ça ne fait pas peur à l'investisseur? Est-ce que l'investisseur ne va pas dire non? Est-ce que le Sénégal est attractif? Mais quand même, sur le plan organisationnel, on a vu qu'ils ont bien voulu fouler le sol sénégalais. Ils sont venus. La communication, ça a bien marché. Mais espérons quand même que cette communication qui a été faite, ça va être accompagné par les engagements qui vont être pratiqués, mis en pratique. Ces 51 projets qui ont été engagés et ces conventions, d'ici 2 ans, 3 ans, on ne va pas se retrouver comme ça s'est passé en 2023. Espérons qu'après vous aurez toutes les réponses de ces questions-là que vous vous êtes posées tout à l'heure. Alors, doyen, quelle lecture politique vous faites-vous de ce forum en plusieurs États africains, notamment ceux de l'AES y ont pris part? Est-ce que les nouvelles autorités sénégalaises veulent privilégier la coopération sud-sud? Oui, je crois que c'est clair que l'option du président de la République, c'est d'abord l'intégration africaine. Ça c'est une option stratégique qu'ils ont prise. Tous les voyages du président et même du Premier ministre ont été centrés sur les pays voisins, ensuite sur les autres pays africains. Je crois que ça, c'est une priorité pour ce gouvernement-là. Maintenant, on n'a pas encore déclenché véritablement l'intégration dans les secteurs stratégiques. Je veux dire l'agriculture, l'industrie, la formation professionnelle, la lutte contre l'immigration. Il faut qu'il y ait des projets concrets. Par exemple aussi, c'est la route. Nos pays sont cloisonnés, enfermés dans les frontières. Je pense que cette intégration-là, il faut commencer par des projets, qu'on mette en place des projets. Avec la Gambie, il y a déjà un pas qui a été fait. Bon, mais quand tu prends le Mali, bon, il y a le problème de la circulation des biens, c'est un problème. La circulation des citoyens, c'est un problème. Surtout en ces moments de terrorisme qui se trouvent dans les pays. Et donc, si ces pays du Sahel viennent participer, il faut saisir ces opportunités-là pour aller plus loin. Même la lutte contre le terrorisme, chaque pays devrait soutenir aujourd'hui ces pays qui sont dans la souffrance. Peut-être le Sénégalais n'imagine pas les dures conditions des populations du Burkina, du Mali, des populations qui sont ballottées, qui ont quitté leur terroir, certains sont obligés d'aller dans d'autres pays. Ce qui fait que cette intégration-là, ça ne doit pas être un discours panafricaniste verbal. Que le panafricanisme, c'est une intégration. C'est politique, il faut aller vers cette intégration politique. Il faut aussi agir sur le plan économique. Je crois que c'est ça aussi, on a une réponse économique avec le forum, mais il faut que cette réponse économique-là puisse se traduire au niveau de la sous-région.
que le Sénégal ne peut pas se développer sans les pays limitrophes. C'est pas possible. Il faut qu'on se développe ensemble et qu'on mais parce que le marché sénégalais, c'est quoi? C'est 18 millions de personnes. Mais c'est étroit, ce marché-là. Bah, on a la chance d'avoir de bonnes relations avec la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, etc., etc. Donc ça, c'est des pays relativement stables. Mais il faut que notre intégration se sente avec ces pays. Maintenant, pour les pays qui sont en guerre dans le Sahel, mais là aussi, il faut que soutenir ces États dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi ne pas laisser ces États-là dans la crise économique. Ils sont dans une crise économique très, très sérieuse. Et je crois que nous, en tout cas, notre diplomatie devrait jouer un rôle plus économique. Qu'on ne reste pas dans la diplomatie verbale. Il faut faire une diplomatie économique. Il faut une grande ouverture également. Et on est obligé même, je pense, parce que sur le plan de la géopolitique, la géographie, on est carrément lié. Le Sénégal, bon, en fait, nos frontières ne sont que de nom. Il y a entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est que le fleuve qui nous sépare. Bon, on dit que la Gambie est dans la gueule du Sénégal, comme on dit. Et donc, à vrai dire, il n'y a même pas de frontière entre ces pays-là. Et comme il l'a dit, c'est un marché à exploiter. Très bien, Bokar, merci doyen. Chers téléspectateurs, vous suivez Loupe, l'émission qui revient sur les actualités qui ont été marquées cette semaine. Et là, on a plusieurs débats. Nous débattons sur l'affaire Abdou Nguer, sur le forum Invest in Sénégal, mais également une question essentielle sur la cherté du Woyofal qui touche pas mal de personnes aujourd'hui dans le pays, alors que le Sénégal cherche à attirer des investisseurs. La population se plaint du coût élevé de la vie, notamment cette flambée du prix de Woyofal. Alors, une petite question personnelle. Vous, est-ce que vous êtes confronté à cette hausse du coût de l'électricité dont on parle, Bokar? Je pense que qui dit qu'il n'est pas confronté, il est complice, ou bien il est, comme on dit, défaillant entre guillemets. Actuellement, je pense que c'est un problème que tous les Sénégalais sont en train de vivre, qu'ils soient de cette fameuse première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, qu'on ne comprend même pas. Je crois qu'il y a un jeu de cache-cache entre la Sénélec et les Sénégalais à un moment donné, parce qu'il suffit d'ajouter un petit montant dans ce que vous avez consommé comme dans la première tranche pour rentrer dans la deuxième tranche. Donc, à un moment donné, c'est comme si on nous appelle à rester des gourgourlous, à ne pas, à essayer de ne pas franchir la première tranche. La première tranche, par exemple, quand je dois consommer 5 000 francs, je me dis à un moment donné que j'ai gagné un coup quelque part. Au lieu d'acheter chaque mois 5 000 francs, cette fois-ci, je vais acheter 30 000 francs pour que vraiment ça m'amène à 2, 3, 4 mois. Alors que sans savoir quand je le fais, si je le fais, je vais automatiquement basculer dans la troisième tranche. Ça va devenir beaucoup plus cher pour moi. Et donc, je crois que cette communication ça doit se faire entre la Sénélec, les autorités et les Sénégalais qui sont en train vraiment de vivre le calvaire avec cette question du diesel. C'est pas du Woyofal, c'est vraiment du diesel. Et je crois qu'il est quand même très rare actuellement de voir un Sénégalais qui ne rencontre pas ce problème-là. Soit on le rencontre, on le sent dans la poche, soit on est dans la maison où on voit le père de famille en train de se lamenter sur cette question. Doyen, est-ce votre cas? Est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui à cette cherté du Woyofal? Non, tout à fait. Oui, je le vis, hein, comme tous les Sénégalais, on dépense plus. On dépense plus, hein, alors que l'idée de départ de Woyofal, c'était le contraire. Hein, comme son nom l'indique. C'était pour alléger, c'était pour faciliter l'accès, diversifier l'offre de la Sénélec. Bon, mais malheureusement, ça pose autant de problèmes que les factures. Sinon même c'est pire, parce que là, la clientèle remet en cause la tarification. C'est même pas comme l'époque où les gens se plaignaient des factures, des coupures. Mais là, les consommateurs se disent que y a une arnaque. C'est ça qui est gênant, qu'on soupçonne une société nationale de faire de l'arnaque,
de faire dépenser les gens alors que tu n'as pas la qualité, ça crée un problème de budget. Je crois que ça, la Sénélec quand même devrait avoir une autre politique de communication à mon avis. Justement, c'est ce que Bokar disait tout à l'heure. Est-ce que la communication... Il a totalement raison que vous ne pouvez pas mettre sur le marché un produit. Ce produit est décrié. Ce produit, on ne connaît pas sa maîtrise. Et continuer à garder le silence ou à dire que non, on n'a rien à nous reprocher. Que ça, je pense que même le gouvernement ne devrait pas accepter que ce malaise persiste. Il faut trouver une solution. Sans quoi, bon, comme il a dit, je crois qu'il y aura des manifestations publiques. Bien sûr. Bon, les gens vont décrier la Sénélec, OFL. Ça discrédite un État. Et tout le monde sait aussi quand même l'importance de l'électricité. Moi, j'écoutais beaucoup des consommateurs, par exemple ceux qui sont dans la boulangerie ou qui sont dans l'artisanat. Ils avaient laissé la facture pour aller vers le OFL. Mais le constat, c'est que ça leur coûte plus cher. Parce que la manière dont on nous avait expliqué ça au début, c'était tellement génial. On te dit qu'avec 1000 francs, tu peux avoir de l'électricité. Avec 2000 francs, tu peux avoir de l'électricité à ta guise. Et à un moment donné, il se trouve que le compteur qu'on avait était mieux que le OFL. Je crois que c'est la raison pour laquelle on parle d'arnaque ou bien de jeu de cache-cache entre la Sénélec et les Sénégalais. Oui, et Bokar, le problème, en fait, c'est un problème de communication, en fait. Pour moi, c'est la communication qui ne passe pas. Parce que, par exemple, eux, c'est les canaux qu'ils ont utilisés qui ne passent pas. Parce que moi, par exemple... le truc de tranche là, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, je l'ai découvert, figurez-vous, dans une série en fait. Imaginez par exemple le doyen qui ne s'intéresse pas du tout aux séries sénégalaises, qui ne regarde pas comment le doyen peut avoir une information par rapport à ça. Ce sont les canaux même à revoir et puis là où les diffuser pour que ça soit accessible vraiment pour toute la population en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui est fan des séries pour aller là-bas pour avoir cette information-là de tranche de comment ça marche. Je pense qu'ils ont essayé quand même de tant bien que mal de communiquer. C'est parfois les mots qu'ils utilisent pour expliquer aux Sénégalais qu'ils ne passent pas. On parle de première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Tu ne sais pas comment, quelle est la ligne de délimitation entre la première tranche et la deuxième tranche et la troisième tranche. Et ça c'est un problème aussi. Mais le fait de toujours ramener la faute aux consommateurs, ça aussi c'est un problème que la Sénélec doit régler. Parce que parfois, la réponse qu'on sert aux consommateurs, c'est que est-ce que ton comportement par rapport à l'utilisation de ton électricité n'a pas changé? Ou bien, est-ce que... je crois que c'est trop léger comme explication qu'on donne parfois aux consommateurs. Et il y a un tas de problèmes qu'on ne comprend pas sur le OFL. Il y a beaucoup de problèmes vraiment qu'on devrait régler entre la Sénélec et les populations. Et à un moment donné aussi, comme on dit, le client est toujours roi. Et peut-être c'est parce qu'on n'a pas à oublier ça. Et le marché, c'est la Sénélec a le monopole de l'électricité. Peut-être que si on avait quelqu'un d'autre qui était de l'autre côté pour concurrencer la Sénélec, comme on est en train de voir ça sur le domaine de la téléphonie, actuellement c'est parce qu'il y a même des pistes qu'on donne gratuitement. C'est parce qu'il y a eu vraiment la libération du marché à un moment donné. Si peut-être on avait une autre... notre concurrent, concurrent à la Sénélec, peut-être qu'on ne vivrait pas ce que nous sommes en train de vivre avec la Sénélec. Justement, c'était une question que j'allais vous poser. Est-ce que le gouvernement doit-il envisager une transition énergétique plus rapide vers le solaire pour réduire ce coût à long terme? Parce que comme vous dites, s'il n'y a pas de concurrence, si tu es seul sur le marché, tu te crois tout permis en fait. C'est ça. Oui, doyen, est-ce que... Oui. Non, disons que il faut aller vers une nouvelle politique énergétique. On a beaucoup parlé de développement, agriculture... Surtout qu'on a maintenant le pétrole et le gaz. Voilà.
Il faut que ça nous serve à quelque chose. Pour que les gens puissent développer l'agriculture, l'industrie, les services, ben, ça passera que par l'énergie. On n'a pas un autre moyen. Ben, donc, le gaz qu'on a devrait servir. Ce qu'on gagne dans ce gaz-là, je pense qu'il faut le réorienter vers l'économie. C'est ça, même les investisseurs, les privés nationaux, les multinationales, les familles, tout le monde se plaint du coût de l'énergie. Alors que tu as le pétrole, tu as le gaz, tu as le soleil. J'espère quand même que dans les 3 ans à venir, le Sénégal va être beaucoup plus autonome en matière énergétique. Maintenant, il faudra diversifier. C'est vrai qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur le gaz. Il faut avoir le soleil, il faut voir les autres sources énergétiques, mais ça demande quand même une politique et des moyens financiers. Moi, c'est là le gros problème qu'on a. Mais c'est ce qu'on avait commencé avec le régime Macky Sall. On a parlé de mix énergétique, on a parlé de centrales solaires qui sont un peu, on disait tôles solaires, des champs de solaire qu'on a mis un peu partout au Sénégal. Mais jusqu'à maintenant, quand même, ça tarde à décoller, à donner du fruit. Et je crois que même s'il n'y a pas du pétrole et du gaz, avec le solaire, vraiment, on devrait avoir de l'électricité et de l'énergie à gogo au Sénégal. Et quand même, ce sont des projets qui tardent à sortir vraiment de l'ornière. Je ne sais pas où se trouve le problème, où ça bloque, mais quand même, on devrait penser à régler cela, comme le doyen l'a dit, d'ici 2 ans, 3 ans, que vraiment qu'on ne parle plus de problèmes d'électricité au Sénégal. Non seulement sur le plan de la disponibilité, mais quand même aussi sur le plan de la sûreté. Ça devrait être vraiment accessible à tout le monde et surtout penser à ces gorgorlous qui actuellement sans électricité on ne peut pas vivre, qui souffrent. Hein. Donc, et puis avec cette chaleur qu'il fait et tout. Voilà, merci beaucoup, chers invités. Nous arrivons à la fin de cette émission Loupe qui vous parle des actualités phares de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Bokar, votre dernier mot. Vous remercier Ramata pour l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de partager le plateau avec vous en tant que consoeur et avoir le doyen en face de moi. J'ai non seulement appris, comme je crois que le téléspectateur a appris avec nous, et ça a été vraiment un réel plaisir de discuter des questions d'actualité de la semaine sur cette émission de Loupe, comme vous l'avez dit. Donc c'est un plaisir vraiment qui a un commencement et qui n'a pas de fin. Merci à vous, Ramata, pour l'invitation. Merci aussi à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Bokar, doyen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelque chose à ajouter? Non, le plaisir est partagé. Je te remercie pour l'invitation et aussi les échanges avec Bokar. Vraiment, je suis très content de le rencontrer. On se parlait souvent au téléphone. Mais là, moi aussi, j'ai appris, j'ai énormément appris que l'actualité aussi, ça sert... c'est des moments, c'est des grands moments d'échange. Et vraiment, je t'encourage aussi pour ton émission et tout mon soutien à l'équipe de Women First, qui est quand même une nouveauté dans notre paysage médiatique. Vraiment, toutes mes félicitations et mes encouragements. Merci beaucoup, doyen. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. Bye bye.